20 h. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition. Tout de suite les titres. À la une ce soir, l'État qui dévoile son fonds de caisse. Le ministre de l'économie déclare que le gouvernement dispose de 729 milliards de francs CFA pour remplir ses engagements. En attendant, la FEPES réclame toujours à l'exécutif une dette de 14,5 milliards. Et le président de la République n'a pas les moyens de retirer une loi déjà promulguée. Une déclaration du garde des Sceaux qui entend bien éteindre la polémique déclenchée hier suite au retrait du projet de loi portant sur le parrainage. La loi sera donc bien maintenue. Tout ceci n'aurait été qu'une rumeur, même si la confusion règne encore. Second renvoi du procès pour fraude au bac 2007 au 21 juin prochain. L'absence de certains prévenus a motivé cette décision du tribunal. Fonctionnaires, élèves et étudiants seront entre autres jugés pour association de malfaiteurs, fraude aux examens et aux concours de ce bac 2017. Et ce soir, les bijoutiers à l'honneur de notre dossier de la semaine. Des artistes pas comme les autres qui font le bonheur de millions de Sénégalais. Nous vous emmènerons à leur rencontre. Nous n'avons pas de problème de recettes. Une déclaration faite par le ministre de l'économie, des finances et du plan Amadou Ba lors de la présentation de la trésorerie du Sénégal. Il a également confié que l'État dispose de 729 milliards pour faire face à ses engagements. Compte rendu Ndeye Fatim Lo. Des performances ont été notées au niveau du Trésor public. Du 1er janvier 2018 au 7 juin 2018, les caisses de l'État du Sénégal sont à 729 milliards de francs CFA, soit une hausse de 530 milliards de francs CFA au niveau de la mobilisation des ressources. Nous avons mobilisé exactement 2194 milliards en trésorerie. Et nous avons injecté 1510 milliards. Et l'année dernière, à la même date, on avait injecté 1326 milliards. Nous avons payé aux entreprises 652 milliards contre 475 milliards, soit 177 milliards de plus. Nous avons payé en service de la dette 391 milliards contre 382 milliards, soit 8 milliards 500 de plus. Ces temps-ci, la tension économique du pays alimente les débats. Le ministre de l'économie et des finances fait une mise au point. Il persiste et signe. L'économie sénégalaise se porte bien. Cependant, il y a des contraintes au niveau du budget, situation due à la hausse du baril de pétrole. Nous avons reporté certaines dépenses sur 2018. Parce que le président de la République n'a pas voulu que l'on tire les conséquences de cette évolution du prix du baril sur les prix à la pompe et sur l'électricité. Ou bien, on dépense l'ensemble de notre trésorerie, après demain on va faire face à des difficultés beaucoup plus graves, ou on avance avec méthode, on avance avec prudence pour maintenir les bases actuelles de la stabilité économique. C'est une première que l'on invite la presse à la cérémonie de présentation des comptes financiers de l'État. Ceci entre dans le cadre de la politique du gouvernement d'offrir plus de transparence à la population. Rendez-vous est pris dans quelques semaines à la Direction générale du budget. Et je vous le disais en titre, la Fédération des écoles privées du Sénégal réclame une dette de 14,5 milliards de francs CFA à l'État. Pour le ministre des Finances, Amadou Ba, ces retards s'expliquent par le fait qu'il y a eu plus d'étudiants inscrits que prévu. Il doit se retrouver dans les jours à venir avec le ministre de l'Enseignement pour trouver une issue à cette situation. Alors écoutons-le tout de suite au micro de notre reporter. Une première dotation de 3 milliards 700 a été inscrite en 2013 et depuis lors 5 milliards sont inscrits chaque année au titre des différents budgets. Toutes les sommes inscrites dans le budget ont été engagées par la Direction générale du budget et effectivement payées par le Trésor. Dans la pratique de gestion, il est possible qu'il y ait des difficultés ça et là. Nous comprenons très bien ce qu'il y a dans le monde scolaire et que même peut-être à l'insu du ministre de l'Enseignement supérieur, que des étudiants soient inscrits et que
les factures reçues par ce ministère dépassent l'inscription budgétaire. Et c'est pour cela que je salue l'attitude du ministre de l'Enseignement supérieur qui a reçu les écoles privées hier pour trouver une solution à cette situation. Compte rendu nous a été fait. Les instructions de M. le Président de la République vont être mises en œuvre et en relation avec mon service, avec mon collègue en charge de l'enseignement supérieur, nous nous retrouverons dès ce lundi pour essayer de trouver une solution à cette question douloureuse. Nous prévoyons d'aller à l'Assemblée nationale dans les tout prochains jours pour une loi de finances rectificative. Le président de la République n'a pas les moyens, ni les prérogatives et encore moins les attributions pour retirer une loi constitutionnelle déjà promulguée. Une déclaration du garde des Sceaux, Ismaïla Madior Fall, met enfin un terme à la polémique entretenue par l'opposition. On l'écoute au micro de Mansour Sow. C'est la polémique la plus absurde que j'ai jamais entendue, parce qu'on a dit que le président de la République a procédé au retrait de la loi constitutionnelle relative au parrainage. Mais le président de la République du Sénégal n'a pas les moyens, n'a pas les attributions, n'a pas les prérogatives, n'a pas le pouvoir de retirer une loi constitutionnelle déjà promulguée. Une loi adoptée par l'Assemblée nationale, contrôlée par le Conseil constitutionnel, promulguée. Comment le président de la République peut-il procéder au retrait de cette loi? Ça n'a aucun sens. Donc en réalité c'est quelque chose qui est impossible, c'est quelque chose qui n'a pas été fait. De quoi il s'agit? Il s'agit maintenant, suite à la révision de la Constitution, il y a un projet de loi modifiant le code électoral qui était à l'Assemblée nationale. C'est ce projet de loi modifiant le code électoral qui a été retiré. Et pourquoi il a été retiré? Parce qu'aujourd'hui il y a une concertation des acteurs politiques sur comment s'entendre sur les modalités de mise en œuvre de la loi sur le parrainage. Aujourd'hui, on s'est dit, normalement, il faudrait attendre les résultats de ces travaux pour avoir un projet de loi. Donc le projet de loi qui est à l'Assemblée nationale est devenu caduc. Voilà, et après sa promulgation par le chef de l'État, la loi sur le parrainage suscite encore la polémique avec le retrait du projet portant modification du code électoral. Alors comme vous pouvez l'imaginer, les réactions continuent de pleuvoir, les opinions divergent entre partis et notamment entre des membres du PDS et de l'APR qui creusent encore plus leur rivalité politique. Codé Ndiaye. Le gouvernement a retiré le projet de loi portant modification du code électoral sur les modalités d'application du parrainage pour ce membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Ce retrait est la conséquence de l'absence de concertation sur cette loi dite constitutionnelle. Le président de la République avait refusé la main tendue pour une concertation tant demandée par les guides religieux, toute obédience religieuse confondue. De même que la classe citoyenne, j'allais même dire les personnes qui sont neutres, donc ce qu'on appelle ici, disons un peu des personnes neutres qui ne font pas de la politique. Alors, pour toutes ces raisons, le gouvernement a fait du forcing. De l'avis de cette responsable de l'Alliance pour la République, ce retrait entre dans le cadre d'un processus normal d'application du parrainage en conformité avec le code électoral sénégalais. Tout à fait logique. Pour aller dans le sens de la continuité des discussions en cours entre les différents acteurs politiques, qu'ils puissent attendre les consensus qu'on pourrait trouver au niveau du comité ad hoc relativement à la loi sur le parrainage et pouvoir l'impacter au niveau du projet de loi. Maintenant, il y a une frange de l'opposition qui est venue. Je pense que c'est à cette frange-là d'en assumer toute sa responsabilité. Près d'un mois après la promulgation de la loi portant sur le parrainage, ces modalités d'application divisent ces acteurs politiques. En vérité, qu'est-ce que le gouvernement veut faire? Le gouvernement veut endormir les citoyens sénégalais. Il veut jouer au semblant que voilà, il est décidé de poursuivre une concertation, il est décidé de changer les choses. En vérité, qu'est-ce que le gouvernement veut faire? Le gouvernement retire le projet de loi qui était soumis à l'Assemblée nationale pour une modification du code électoral pour permettre à la loi portant le parrainage qui est déjà votée et promulguée par le chef de l'État. Alors il faut aujourd'hui dire que je vais retirer pour renégocier, pour refaire. En vérité, c'est le projet de loi qui a été envoyé qu'il retire pour le refaire. C'est ça le fond du problème. La loi sur le parrainage, c'est terminé. Elle a été votée,
Elle a été promulguée. D'ailleurs, j'ai même entendu le ministre de l'Intérieur en parler. Ils disent qu'il n'est pas question du tout de retirer la loi sur le parrainage. Alors la loi sur le parrainage, c'est elle qui fait le désordre. Chaque prétendant à une candidature, en fonction de l'élection, pour le cas de l'élection présidentielle qui se présente à nous, il faut avoir entre 0,8% et 1% des inscrits du fichier général. Donc c'est ça la disposition. Maintenant, elle n'est pas encore mise en œuvre. Par contre, il y a des déclinaisons qu'il faut impacter au niveau du code électoral qui toucheront très certainement 22 articles. Comment impacter cette nouvelle réforme dans le code électoral en termes des modalités de dépôt des listes, les délais qui doivent encadrer, etc. C'est ce que le comité ad hoc est en train de voir. Pouvoir et opposition n'accordent toujours pas leur violon sur le parrainage, ce qui accentue le manque de consensus sur le processus électoral déjà à polémique. L'APR fragilisée dans le quartier Médina Fall à Thiès. Les programmes d'assainissement, entre autres, tardent à être appliqués comme prévu par le gouvernement. Une raison suffisante pour Aladji Diabeldien, responsable politique depuis 2011, de geler ses activités au sein de l'APR à Thiès. L'homme se sent trahi. Alors écoutons sans plus tarder ses propos au micro de notre reporter Daouda Tiandoum. Nous avons soutenu Macky Sall par la grâce de Dieu dans les moments les plus difficiles, au moment où sa popularité faisait défaut. Une période où le pape du Sopi, Abdoulaye Wade, et ses partisans étaient très puissants. Et pourtant, nous avons résisté contre vents et marées, car Dieu nous avait insufflé que cet homme allait devenir le président de la République du Sénégal. Durant ces tournées, nous avons travaillé avec le président sur un programme. Nous l'avons précisé que Médina Fall manque d'infrastructures. Et dans la quasi-totalité des quartiers qui étaient assainis à cette époque, par contre, pour notre quartier, nous n'avons connu qu'une tranchée jusqu'à Keur Seïd Ndoye. Médina Fall est mieux loti. Dans ce quartier, y vivent 70 000 âmes, sans marché ni infrastructure de grande portée. En outre, des opérateurs véreux veulent vendre un domaine appartenant au chemin de fer. Ce n'est pas normal. Vu ces difficultés et le manque de considération, moi, Diabeldien, président des commerçants boutiquiers détaillants de la région de Thiès, à compter de ce jour, je gèle toutes mes activités au sein du parti APR Yakar jusqu'à nouvel ordre. Je vous le disais donc en titre, le procès pour fraude au bac 2017 est renvoyé au 21 juin prochain. Parmi les motifs du renvoi, l'absence de certains prévenus. L'avocat du proviseur de Kahone avance lui plus d'explications sur ce procès qui implique une trentaine de présumés fraudeurs. Écoutons donc Maître Bamba Sissé au micro d'Eladji Moussa Bey. Ce renvoi est motivé par le fait qu'il y a certaines personnes qui devaient figurer dans l'acte de saisine, c'est-à-dire l'ordonnance qui saisit le juge, et ces personnes-là n'y figurent pas. Il s'agit de 4 prévenus, et c'est tout à fait normal, à mon avis, qu'il y ait un renvoi pour qu'ils puissent être placés dans la procédure comme les autres. Un débat technique pouvait être soulevé, mais nous estimons que ce n'était pas nécessaire, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on peut partir du principe d'efficacité, et pour accélérer le procès, on n'a pas besoin de soulever des débats techniques. C'est un procès de société qui appelle à un certain recul, et je pense qu'on pourra éventuellement, dans le cadre de l'audience, voir beaucoup de débats qui me sembleraient être des débats techniques. Et ce qui est intéressant aujourd'hui à retenir, c'est que le nombre d'acteurs est très important, mais cela n'enlève en rien le fait que c'est un procès qui est très simple. C'est des faits qui ne sont pas très compliqués.
Après les ministres du commerce, leurs homologues de la justice ont pris le relais. Ils réfléchissent sur le cadre juridique de la zone de libre-échange continentale africaine. Le toilettage des textes est au menu de leurs échanges qui s'inscrivent dans les préparatifs du 31e sommet des chefs des États et des gouvernements prévu en juillet en Mauritanie. Plus de détails avec Mansour Sow. Kigali, c'est dans la capitale rwandaise que tout est parti. Les chefs d'État et de gouvernement venaient de poser les jalons d'une intégration des échanges commerciaux de la zone de libre-échange continentale africaine. Aujourd'hui, l'heure est au toilettage des textes juridiques. Là, ce sont les ministres de la Justice qui vont prendre le relais. Pour cette réunion, l'objet de cette réunion est maintenant de travailler au toilettage juridique de ces textes complémentaires ou de ces textes supplémentaires. Donc c'est essentiellement un travail de toilettage juridique. Et lorsque les experts juridiques ont déjà fini leur travail, maintenant il appartient au ministre de la Justice de valider le travail des experts. Après les ministres du Commerce, ceux de la Justice vont passer le relais au ministre des Affaires étrangères. L'objectif est de faire sauter les barrières tarifaires et non tarifaires à l'intérieur de la ZLECA. Aujourd'hui, le plus important en réalité, c'est d'identifier tout ce qui est obstacle juridique, obstacle tarifaire, obstacle non tarifaire, et de procéder un peu à ce qu'on appelle le désarmement ou le démantèlement. Et pour ça, il faut, dans les textes, identifier ces obstacles. C'est le travail qui est en train d'être fait aujourd'hui. Dans les textes, on est en train de voir ce qui peut constituer des obstacles ou des freins à l'intégration économique, à l'intégration juridique de l'Afrique. Après le sommet de la Ligue arabe en 2016, Nouakchott va accueillir au mois de juillet le 31e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Un tournant décisif pour les accords commerciaux au niveau de la zone de libre-échange continentale africaine. Les mareyeurs du marché central aux poissons de Pikine s'opposent au train express régional. Le futur train doit en effet passer par le complexe halieutique. Une assemblée générale a donc été tenue par les mareyeurs qui invitent l'État à changer l'itinéraire du TER. C'est un reportage d'Abdoulaye Wadianga. Le marché central aux poissons est impacté par le projet train express régional. Une bonne partie de ce complexe commercial va être touchée. Cette situation n'est pas du goût du collectif des mareyeurs. Ils s'opposent à une telle volonté. Maintenant, là où ils veulent faire passer la route, c'est occupé par les camions frigo de Sardinelle. Parce que l'espace réservé aux Sardinelles maintenant est tellement étroit que les gens sont déplacés même sur cet espace pour pouvoir vendre leurs produits. Ces mareyeurs soutiennent que l'étroitesse du marché ne peut pas permettre une telle initiative. Ils invitent les autorités à revenir sur leurs décisions. Même si on pouvait, l'espace, la superficie réelle dont a été attribué les mareyeurs ne nous suffisent pas. Le directeur général du marché central aux poissons, lui à son tour, invite les travailleurs à la sérénité. Il est d'avis que le TER est un projet ambitieux et très important. Donc aujourd'hui, c'est important qu'on puisse savoir raison garder. Ce que je leur ai dit est qu'il faut qu'on soit serein. Qu'on réfléchisse avec le chef de l'État, parce que je suis sûr que c'est quelqu'un qui pense beaucoup à sa population. Donc on va trouver ensemble des solutions avec l'APIX. Le projet du train express régional est très contesté. Après le collectif des impactés, c'est au tour des mareyeurs de s'opposer à ce projet, un projet financé à hauteur de plusieurs milliards de francs CFA. Et ce 8 juin marque la journée mondiale des océans, mais sachez-le, c'est aussi la journée des archives, et oui, ça existe, un prétexte pour nous de nous intéresser aux demandes de documents administratifs. Alors comment se déroulent les procédures d'octroi? Sont-elles rapides dans leur exécution? Pour nous répondre, regardez ce sujet d'Eladji Moussabey. Cour d'appel de Dakar, les services annexes pour le dépôt et la délivrance de documents administratifs. Ici, les demandeurs se bousculent au quotidien à la quête de casiers judiciaires, certificats de nationalité entre autres documents. Ils avancent leurs impressions sur les procédures d'octroi.
Je viens pour une demande de casier judiciaire. Je viens de Kébémer et je suis élève. J'ai laissé mes études pour venir chercher les documents et je perds des jours à Dakar. Le travail se fait normalement. Je n'y trouve pas d'inconvénient. Je déplore juste l'attitude de certains usagers. Sinon, les demandes se passent bien. Demandeur d'un permis de communiquer, ce retraité de l'administration déplore les lenteurs dans l'octroi des pièces administratives. Je suis un peu sceptique à ce rythme-là. Parce que sincèrement, ce n'est pas sérieux. C'est tous les services de l'administration qui fonctionnent très mal. Parce que le problème est qu'il faut que les fonctionnaires ou bien les services de l'État s'éveillent très tôt. Voilà, très tôt. Pour pouvoir faire face aux usagers. Mais on reste jusqu'à 10 heures, 9 heures. Hein? Même pour les patrons là, ce n'est plus normal. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des archives, ces citoyens n'excluent pas l'idée d'informatiser les procédures de demande. Pour que la rapidité soit assurée. Parce qu'on n'a plus le temps de perdre pour regarder mon cas. Actuellement, je suis depuis 7 heures, je suis là. Mais c'est présentement qu'on me délivre un permis de communiquer pour aller voir mon fils. Ce serait une bonne chose, surtout pour nous élèves. Cela nous facilitera la tâche, d'autant plus que la plupart d'entre nous manquent de temps pour gérer les affaires courantes. La journée des archives est célébrée ce 9 juin sous le thème Archives, gouvernance, mémoire et patrimoine. La société LAS, gestionnaire de l'aéroport Blaise Diagne, a procédé à son auto-évaluation. Une évaluation qui intervient 6 mois après l'ouverture de l'aéroport. Et selon le secrétaire général de LAS, Pape Mahawa Diouf, le trafic de l'aéroport fonctionnerait à 100%. Les détails de cet état des lieux avec Djibissar Dioni. 6 mois de mise en service, l'heure est au bilan. Les services proposés par l'aéroport Blaise Diagne sont de qualité, soutient le secrétaire général de l'IMAC AIBD Souma, qui tire un bilan satisfaisant. Grosse satisfaction, c'est que nous avons une croissance de 6% sur le trafic et surtout on a ouvert l'aéroport sans qu'il y ait de problème de couac aéronautique à même de pouvoir justifier un blocage du trafic ou un retard. Sur la récente incompréhension entre forces de l'ordre et la société Sénécartour, Papa Mahawa Diouf informe que des négociations entre les concernés sont en cours pour arrondir les angles. Le parking est un service qui est dirigé par un prestataire sénégalais, qui est une fierté sénégalaise d'ailleurs. Donc nous sommes en train de discuter pour trouver le cas échéant, les places supplémentaires qu'il faudrait afin que tout le monde puisse être dans des conditions de performance. Pendant ce temps, les prestataires des chariots rues dans les brancards, le secrétaire général de l'IMAC AIBD Souma apporte des éclaircissements. Il était important qu'on vous rencontre vous pour que vous sachiez de quoi est-ce qu'on parle exactement. Parce que quand on parle de parking, quand on parle de rumeurs et que vous ne voyez pas les acteurs qui sont en train de conduire ce processus, comme on dit en Wolof, Concernant la redevance, l'AS verse une quantité globale de 20% à l'État. Son secrétaire général annonce la mise en place d'une commission RSE qui va gérer la conduite du processus lié à la responsabilité sociétale. Et si vous faites passer des nuits blanches à vos couturiers à l'approche de fêtes comme la Korité, eh bien sachez que ces temps-ci, les bijoutiers aussi ont la cote. Bijoutier, un métier d'excellence qui réclame minutie et créativité. Sujet d'Andiaï. C'est avec une boule en métal qu'il arrive à confectionner des bijoux. Le processus de transformation de l'or ou l'argent est précisément respecté dans les moindres détails pour avoir un bijou digne de ce nom. Fondre cet or pour pouvoir aller vers le laminoir ou vers les filières. Si tu as besoin de fil, tu vas vers les filières. Si tu as besoin de lame, tu vas vers le laminoir. Après ce laminoir, il y a des processus de découpage, il y a des processus de
dessiner des fils et pour pouvoir avoir des bijoux en filigrane ou pouvoir avoir des bijoux en massif. Si tu finis le bijou, il y a des ciselages, il y a beaucoup de processus qui entrent dans le processus de fabrication de ces bijoux. Après, il y a la phase finition qui consiste à vibrer les bijoux et puis à polir et après tu as un bijou fini. Le bijoutier doit être quelqu'un de créatif pour diversifier le choix des clients. Le travail demande une inspiration parce qu'on donne du simple métal que tu dois transformer pour avoir quelque chose de joli et utilisable. Pour bien faire ce métier, il faut l'apprendre. Connaître les rudiments du secteur. Et pour cela, il faut être humble devant son patron. En contact permanent avec des produits chimiques, ces ouvriers essaient tant bien que mal de se protéger. Nous courons beaucoup de risques avec le gaz que nous respirons et il y a des normes de protection dans le métier de la bijouterie. Mais malheureusement, nous n'avons pas assez de moyens pour cela. Par ailleurs, nous faisons tout ce qu'on peut pour nous protéger. Pour avoir la matière première, ces artisans sont obligés de racheter des bijoux, ce qui leur crée d'énormes problèmes. Celui qui a sa boutique a d'autres choses en tête que de faire des choses louches. Et tous ces problèmes sont dus au fait que nous n'avons pas de comptoir d'achat. Il y a combien de bijoutiers qui sont en prison à cause de ces genres de problèmes? Nous ne pouvons pas reconnaître un voleur. Ce n'est pas marqué sur son front. Notre métier, c'est de racheter des bijoux pour pouvoir en fabriquer d'autres. Selon le président, le comptoir d'approvisionnement tarde à être mis en place. Depuis l'instruction de M. le Président de la République, on a mis en place une société qui est appelée Comptoir national d'approvisionnement des bijoux du Sénégal, qui est logé à Soumbédioune. C'est un comptoir national, c'est une société qui appartient à tous les bijoutiers du Sénégal. Donc on a mis en place cette société pour au moins recevoir cet or. Mais ça tarde à venir. Toutefois, la bijouterie est un métier qui nourrit bien son nom. Alhamdulillah, on s'en sort parce que l'or et l'argent ont de la valeur. Quand on parle de l'or, on fait référence à l'argent. Mais nous n'avons pas beaucoup d'argent, comme tout le monde le pense. Nous rendons grâce à Dieu. Alhamdulillah, on ne se plaint pas. Ces balamaïsa, comme on les appelle, indiquent que tout le monde peut faire ce métier. Cela ne veut pas dire que ce sont des balamaïsa. C'est eux qui doivent pratiquer ce métier. Tout le monde peut le faire. Il faut juste maîtriser les béabas. Le bijoutier est avant tout un bijou. Donc il faut être correct, simple et confiant. Tout jeune doit avoir un métier, même ceux qui sont dans les écoles, dans les universités, pour pouvoir un jour ou l'autre au moins venir dire que j'ai un métier et peut-être subvenir à ses besoins, aux besoins de ses parents. Des chaînes en or ou argent, bagues, bracelets, entre autres. Les bijoutiers innovent chaque jour pour satisfaire leurs clients. Même si le secteur n'est toujours pas régulé comme il se doit, ces artisans s'unissent pour la mise en œuvre de leur comptoir. Merci à Djarandia et un peu de foot maintenant.